Chers amis, oui, le sort de votre cerveau est réellement entre vos mains, et nous allons vous expliquer pourquoi. Nous présentons ici des constats objectifs, des constats scientifiques. Certains font partie de la recherche médicale mondiale accumulée sur plus de 50 ans. D'autres résultent de nos propres observations, que nous avons publiées dans des revues scientifiques très bien notées. Hélas, nous sommes obligés de vous dire que le constat est plutôt alarmant. D'où cette vidéo. Mais comme notre message qui va suivre peut être utile, comme notre message peut mieux gérer, optimiser et protéger votre cerveau, il nous semblait nécessaire, voire vital, de vous informer. Ceci concerne en particulier les plus jeunes, mais pour les autres, il n'est peut-être pas trop tard. Comment vieillit notre cerveau? Les progrès scientifiques, associés aux techniques d'observation de plus en plus performantes, sans oublier l'accumulation des données scientifiques internationales, permettent de décrire le vieillissement du cerveau sur les 100 à 120 ans possibles. Il est ainsi possible de déterminer ses forces et ses faiblesses, ses robustesses et ses vulnérabilités, et nous allons décrire ses points faibles. Notre cerveau est doublement protégé, d'abord derrière sa boîte crânienne, et ensuite par la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière filtre les composés du sang pour leur accès au tissu nerveux. De ce fait, le cerveau est-il plutôt épargné par les maladies qui affectent les autres organes? Les pathologies du cerveau devraient affecter, on peut l'imaginer aisément, ses performances intellectuelles. Certaines seront discrètes, mais d'autres pourraient être catastrophiques et conduire à la démence. Qu'en est-il? Que disent les études épidémiologiques? Les statistiques cliniques internationales indiquent des chiffres plutôt catastrophiques. En effet, ce bilan indique que la démence, c'est-à-dire la perte totale des fonctions intellectuelles, affecte un tiers des patients âgés de 90 ans et un patient sur 10 à l'âge de 80 ans. Cette démence peut être de type Alzheimer, un processus dégénératif ou vasculaire, ou les deux associés. Qu'en est-il pour la maladie d'Alzheimer? Concernant la prévalence de la maladie d'Alzheimer, les chiffres sont tout autant impressionnants et consternants. Rendez-vous compte. Selon les études, environ 30% des patients âgés de 90 ans en sont affectés. Idem, environ 10% de la population âgée de 80 ans est affectée par cette maladie d'Alzheimer. Mondialement, et avec le vieillissement de la population, le nombre de patients Alzheimer est considérable. Ce chiffre serait autour de 50 millions de patients. Il en est de même pour les coûts en santé publique, astronomiques, car il n'y a toujours pas de traitement efficace. Le schéma présenté ici montre que l'âge critique de l'apparition de la maladie d'Alzheimer est de 65 ans. 2% de la population âgée de 65 ans est affectée. Ensuite, la progression de la prévalence de cette maladie croît exponentiellement. Que se passe-t-il à cet âge critique de 65 ans qui semble ouvrir la porte à l'installation du processus dégénératif de type Alzheimer? Pour répondre à cette question, il faut analyser le processus dégénératif Alzheimer au niveau moléculaire. Nous savons que deux mécanismes sont impliqués et se synergisent. L'un lié au métabolisme de la protéine APP, l'autre lié à la protéine Tau. En effet, les fibrilles anormales observées dans les neurones en dégénérescence Alzheimer résultent de l'agrégation de protéines Tau pathologiques. En quantifiant les protéines Tau pathologiques dans les différentes régions du cerveau, ici en niveau de gris, on peut suivre l'avancée du processus dégénératif cérébral au cours de la maladie d'Alzheimer. On distingue 10 stades d'invasion du processus dégénératif. On passe progressivement d'un stade 0 à 3,
relativement asymptomatique, à une démence sévère au dernier stade. On notera que le processus dégénératif démarre dans la région hippocampique. Ensuite, ce processus envahit progressivement et successivement, d'une manière invariable, les régions temporales, puis frontales, puis pariétales et ensuite occipitales. Les signes cliniques vont s'aggraver progressivement en suivant fidèlement cet envahissement du cerveau. Il s'agit de l'amnésie, perte de la mémoire, de l'aphasie, perte de la parole, de l'apraxie, perte des réalisations gestuelles, et de l'agnosie, perte des reconnaissances. Ainsi, notre étude post-mortem sur des patients non déments, c'est-à-dire de la population générale, souligne cette vulnérabilité de la région hippocampique au processus de dégénérescence neurofibrillaire. En d'autres termes, les agrégats de protéines tau pathologiques sont observés systématiquement, mais à un faible niveau, chez toutes les personnes âgées de 65 ans. Et ce phénomène devient bien plus important et constant chez les personnes âgées de 75 ans. Dans cette fourchette d'âge entre 65 ans et 75 ans, cette présence de protéines tau pathologiques n'est pas corrélée à des troubles cognitifs significatifs. Mais rien ne dit qu'elle n'est pas corrélée à des troubles cognitifs plus légers, révélés par certains tests cognitifs plus sensibles. C'est ce que vous allez voir dans nos prochaines diapositives. Afin de mieux étudier cette vulnérabilité hippocampique, l'imagerie cérébrale apporte des renseignements précieux. L'imagerie IRM, imagerie par résonance magnétique, est maintenant un outil de routine dans les hôpitaux universitaires. De plus, l'examen est rapide et peu contraignant. Ainsi, nous avons pu réaliser une étude nommée SUCCEED sur des sujets volontaires asymptomatiques et en bonne santé apparente, âgés de 50 ans et plus, 64 ans en moyenne, suivis en consultation. Cette étude nous a permis de quantifier, d'une part, les lésions de la substance blanche en utilisant l'échelle Fazekas, et d'autre part, le degré d'atrophie hippocampique en utilisant l'échelle de Sheltens. L'IRM, imagerie par résonance magnétique, permet de visualiser les altérations vasculaires de la substance blanche, dite leucopathie vasculaire. La substance blanche correspond au faisceau de trajet nerveux dont chaque fibre axonale est entourée par une gaine de myéline. L'IRM visualise ainsi la disparition des gaines de myéline et une perte de connectivité neuronale. On distingue plusieurs niveaux de sévérité, quantifiés par une échelle proposée par Fazekas en 1987. Cette échelle distingue 3 niveaux de sévérité de leucopathie vasculaire. L'analyse de notre cohorte reflétant la population générale de personnes âgées entre 55 et 65 ans montre des résultats alarmants. En effet, près d'un quart des personnes participantes, 26%, présentent une IRM avec une échelle de Fazekas de stade 2. Ce stade 2 est loin d'être anodin, car il indique une altération significative du tissu nerveux, résultant d'une perte neuronale ou d'une perte de connectivité entre les cellules nerveuses. Nous en déduisons que le phénomène pathologique de leucopathie vasculaire est fréquent dans la population générale des plus de 55 ans. Nous avons vu que l'hippocampe est vulnérable à la pathologie de tau au cours du vieillissement cérébral. Il a été possible d'étudier l'atrophie de l'hippocampe, signe de sa vulnérabilité, dans notre cohorte de personnes âgées de 55 à 65 ans. Ceci est possible par un simple examen IRM. Cette atrophie peut être quantifiée en prenant l'échelle de Sheltens. On distingue 5 stades, le premier sans atrophie et le dernier avec une atrophie sévère. Quels sont les résultats sur notre cohorte ?
Nous avons constaté que 17% des personnes de notre cohorte présentent un degré d'atrophie hippocampique significatif, avec un stade Sheltons de 2 ou plus. Ceci confirme la fragilité et la vulnérabilité de l'hippocampe chez les plus de 55 ans. De plus, nous avons observé que le degré d'atrophie hippocampique est corrélé à la quantité de lésions de la substance blanche chez ces participants. En conclusion, concernant nos observations par imagerie, nous notons 2 points essentiels. En premier lieu, les lésions de la substance blanche ainsi que l'atrophie des hippocampes sont communes et fréquentes dans la population générale des personnes asymptomatiques âgées de 50 ans et plus. Ensuite, l'atteinte vasculaire fréquente chez les plus de 50 ans, visualisée par les lésions de la substance blanche, pourrait expliquer la vulnérabilité de l'hippocampe, tremplin de la maladie d'Alzheimer. Ceci peut s'expliquer par l'hypermétabolisme des cellules nerveuses de l'hippocampe, qui, rappelons-le, sont impliquées dans toutes les activités cérébrales. Cela de jour comme de nuit, notamment pour le fonctionnement de la mémoire à court terme et son stockage dans le néocortex. Suite à ces observations, nous nous sommes posé logiquement la question suivante. Ces signatures cérébrales, à la fois moléculaires et anatomiques, ont-elles un retentissement sur les fonctions cognitives ? Pour y répondre, nous avons effectué des tests cognitifs adaptés sur ces mêmes patients. Tout d'abord, quels sont ces tests ? En premier lieu, nous avons utilisé le test de l'horloge, bien connu et très sensible. On demande aux patients de dessiner une horloge et d'indiquer une heure, ici 11h10 dans notre exemple. En fonction de la qualité du résultat, une note est donnée. Ce test nous permet d'évaluer les processus exécutifs et visuospatiaux. Les résultats sur notre cohorte indiquent que près d'un quart des participants présentent une altération des fonctions cognitives au test de l'horloge. Ce résultat est à la fois surprenant et inquiétant. Dans le cadre de notre étude Succède, nous avons pu évaluer notre cohorte avec des tests cognitifs plus complets, comme le test BIREF décrit ici. BIREF qui veut dire batterie rapide d'évaluation frontale. Ce test permet d'évaluer la conceptualisation, la fluence verbale, la sensibilité aux interférences, la planification et l'autonomie comportementale. Les résultats obtenus en utilisant le test cognitif BREF sont les suivants. Plus d'un tiers, 36%, de la sous-population étudiée, âgée de 50 à 65 ans, présente des dysfonctionnements exécutifs au test de l'horloge et à la BREF. D'autres tests cognitifs complémentaires, comme le MMS, qui comporte 30 items pour examiner les fonctions cognitives globales, ou l'épreuve des 5 mots de Dubois, qui évalue la mémoire épisodique. Ces tests vont dans le même sens, à savoir, premièrement, les personnes participantes présentant un déficit à un ou plusieurs de ces tests ont, statistiquement parlant, une atteinte de la substance blanche et une atrophie hippocampique plus ou moins sévère. Ensuite, les personnes ayant des anomalies de la substance blanche et de l'hippocampe, visualisées en IRM, ont un déficit cognitif significatif plus ou moins important. Le constat global de l'étude du cerveau humain sous toutes ses formes, qu'elles soient cliniques, moléculaires, par imagerie et par test cognitif, débouche sur une même conclusion. La première est que le cerveau est un organe fragile, qui montre des vulnérabilités évidentes dès l'âge de 55 ans. La seconde est que ces vulnérabilités importantes, fréquentes, nous indiquent un chemin de prévention. Ce chemin est, en toute logique, de conseiller une bonne hygiène de vie, à s'imposer impérieusement,
même si notre vie trépidante ne nous laisse jamais le temps d'appliquer ces bons conseils. Et bien entendu, d'appliquer ce programme très raisonnable le plus précocement possible. Comment protéger et bien entretenir notre cerveau? Prendre soin de son cerveau, c'est un peu comme entretenir une Formule 1. Cela demande les bons réglages, le bon carburant et, surtout, de ne pas rester au garage trop longtemps. Voici les piliers essentiels pour booster votre plasticité cérébrale et protéger votre capital cognitif sur le long terme. Idéalement, il faut tenir compte de cette formule en 4 S. S pour sommeil. S pour sport. S pour stimulation. S pour sociabilité. Le premier S correspond au sommeil, qui permet à la fois un nettoyage nocturne et une consolidation de la mémoire. Qu'entend-on par nettoyage nocturne? Pendant le sommeil, des cellules spécialisées, en particulier les cellules gliales, vont éliminer tous les métabolites toxiques produits pendant l'activité journalière. Le cerveau se régénère en quelque sorte. Mais en même temps, il y a une stabilisation et un renforcement des connexions nerveuses, celles qui sont impliquées dans la mémoire. L'hippocampe, comme nous l'avons vu, ne se repose pas pendant ce sommeil réparateur et joue un rôle crucial dans le stockage à long terme des informations les plus pertinentes. Tout ceci indique qu'un bon sommeil est un élément vital de la bonne santé cérébrale. Il n'est pas à prendre à la légère. Le deuxième S est le sport. Vous avez compris. Il faut se bouger, il faut faire de l'exercice, il faut transpirer, certes raisonnablement. Bouger améliore la circulation sanguine cérébrale et réduit le stress, l'ennemi numéro 1 de l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Simple suggestion, faites régulièrement un tour de vélo de 2 heures en phase aérobie, battement cardiaque autour de 100, et vous trouverez une solution à tous vos problèmes du quotidien, domestique ou du travail. De plus, l'exercice stimule la production de facteurs trophiques qui agissent comme des engrais ou des stimulants pour les neurones. On citera en particulier le BDNF et les endorphines. Le troisième S correspond à la stimulation. Le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Pour rester jeune, il faut le sortir de sa zone de confort. Toutes les activités cérébrales impliquant un petit effort cérébral et une stimulation feront l'affaire. Le champ possible est large, du sudoku à la lecture, l'écriture, le jardinage, la musique, la peinture. Il faut entretenir ses passions et les enrichir. De plus, the sky is the limit. Et rien ne vous empêche à réfléchir sur la mécanique quantique ou l'apport de l'intelligence artificielle à l'humanité ou tout autre sujet du monde complexe qui nous entoure. On rajoutera un autre paramètre qui est celui de la diversité. Changer d'habitude, élargir chaque jour son horizon, découvrir, s'intéresser à tout ce qui se passe autour de vous, seul ou mieux avec votre entourage. Ce qui nous amène au quatrième S. Le quatrième S correspond à la sociabilité, au lien social et la gestion du stress. L'isolement est un facteur de risque majeur pour les maladies neurodégénératives. Il faut interagir. Une conversation stimulante sollicite énormément de fonctions cognitives simultanément. Écoute, analyse, langage, empathie. Il faut méditer. Le stress chronique libère du cortisol, qui, à haute dose, peut griller certaines zones cérébrales, en particulier l'hippocampe. La méditation de pleine conscience aide à réguler cette réponse. À méditer.
Nos recommandations vont vous sembler enfoncer des portes ouvertes. Car nous disons, ici, tout simplement, qu'une bonne hygiène de vie est préférable, souhaitable, voire indispensable pour garder intactes toutes vos capacités intellectuelles. Quoi de plus banal? Mais ici, nous démontrons qu'en ne suivant pas ces conseils, il y aura certainement une facture à payer chèrement en vieillissant. Car les statistiques, les faits, les observations sous différents angles indiquent que vos vulnérabilités, incontournables, celles du cerveau humain, se révéleront et se manifesteront si, happés par la vie trépidante, vous négligez ces 4 S. 4 S que nous rappelons: sommeil, sport, stimulation, social. Et n'oubliez pas que le bienfait de ces 4 S ne s'ajoute pas, mais se potentialise pour un déroulement optimal de votre vie en bonne santé. On rajoutera également un bienfait de votre équilibre psychique et certainement une sérénité préservée ou gagnée. La balle est maintenant dans votre camp.